Pierre Rabhi, donc dernière partie de ce débat avec vous, et en compagnie de votre livre Vers la sobriété heureuse. Si je résume votre pensée, hein, c'est peut-être un peu prétentieux, mais bon, je vais essayer quand même. Donc, nous, on est là, on discute. Bon, d'une manière générale, on analyse beaucoup, mais il faut aussi réaliser. Hein, ça, c'est un des axes de votre travail. Vous affirmez que les réponses sont là. Vous donnez beaucoup d'exemples. On a vraiment, Pierre Rabhi, des solutions partout et pour tout le monde. Oui, alors évidemment, je n'ai pas la prétention d'aborder tous les domaines. Ce que je veux apporter évidemment d'utile à mes amis, à cette assemblée, c'est plutôt de partir sur ce qui a été expérimenté, ce qui a été vérifié comme étant efficace et comme fonctionnant bien. Voilà. Puisque nous sommes sur la thématique de la faim, alors là, je deviens presque intégriste quand on me dit que l'agroécologie ne peut pas solutionner le problème de la faim dans le monde. D'accord. Ça, je ne l'admets pas. Je ne l'admets pas parce que c'est pas parce que ça relève d'une théorie quelconque, c'est parce que dans mon propre itinéraire et les choix que j'ai pu faire, je suis installé en Ardèche dans une ferme dont personne ne voulait, même le Crédit Agricole ne voulait pas me prêter d'argent en disant vous n'allez jamais survivre sur ce lieu. Bon, c'est encore un sponsor qu'on va perdre, Monsieur le Président. 13 ans sans électricité, 30 mètres cubes d'eau, etc. Ouais. Mais rassurez-vous, le Crédit Agricole a compris. Après, ils m'ont quand même relevé. Parce que c'était très difficile. Ils m'ont quand même prêté. Mais ce qui était très difficile à leur expliquer, c'est que je faisais un retour à la terre. Enfin, un retour à la terre, c'est beaucoup dur, puisque je ne suis pas issu de la terre. Alors, quelle est l'origine, disons, de cette initiative? L'origine de cette initiative, c'est que déjà, dans les années 50, je faisais beaucoup de philosophie de l'histoire et que j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une sorte d'imposture dans le modèle actuel. J'en prends la responsabilité. Et que cette imposture aboutissait à faire croire qu'il allait y avoir un véritable progrès dont l'humanité allait bénéficier, etc. Bon, ce qui, à l'évidence aujourd'hui, nous sommes en train de constater que nous sommes dans une énorme déconvenue, c'est-à-dire que ce fameux progrès qui était censé libérer l'être humain, faire évoluer l'humanité, a provoqué, comme on en témoignait, des disparités mondiales absolument abyssales, plus que ça n'a existé auparavant. Et donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu souscrire à ce modèle. Ça ne voulait pas dire me désolidariser de mes frères humains. Ça voulait dire que je protestais contre un modèle masqué de progrès, mais qui est fondé surtout sur une profonde aliénation, et donc un paradigme qui allait chambouler l'ensemble du système humain depuis les origines. Voilà. Et donc, ce système est bien fondé, évidemment, sur la combustion énergétique, sur la thermodynamique, sur tous les éléments qui donnaient à l'être humain une puissance encore plus grande qu'avant, qui allait passer du cheval animal vers le cheval vapeur, lequel évidemment devient extrêmement puissant et donne donc de la puissance. Alors ce paradigme-là partait aussi sur l'exhumation des matières mortes du sous-sol pour en faire, vous voyez, aujourd'hui on est en train de constater que cette matière morte évolue avec des gros problèmes. Alors je mets tout cela de côté, je vous ai expliqué pourquoi l'aliénation humaine et que je ressentais cette aliénation pour l'avoir vérifiée en travaillant en usine moi-même et en voyant combien nous étions dans cette forme de hiérarchie dans laquelle il y a des êtres humains haut de gamme, des êtres humains bas de gamme, non pas en fonction de leur qualité humaine, mais en fonction de leur capacité et de leur qualification. C'est-à-dire que la qualification devenait quelque chose d'important pour pouvoir le mieux servir le modèle possible. Alors c'est traduit par « je ne peux pas souscrire à cela, mais que faire ?» Donc je vais essayer de rejoindre la nature et puis travailler la terre. Alors, donc l'agroécologie, vous nous le disiez tout à l'heure, oui, peut vraiment nourrir le monde. Alors je viens à l'explication, c'est-à-dire que nous acquérons en famille cette petite exploitation qui était classée, si vous voulez, vraiment très bas de gamme. Et puis, il se trouve que je suis ouvrier agricole, je vois, en tant qu'ouvrier agricole, mon patron me dit d'aller traiter les arbres, etc. Ça veut dire prendre des poisons violents et de les appliquer, de les projeter, bien sûr, en se masquant, en se protégeant, etc.
Donc ça a chamboulé complètement ma vision de ce que j'avais, c'est-à-dire que je venais et j'avais l'impression de faire la guerre à la vie, en répandant des pesticides, et j'étais petit à petit conscient que ça n'avait pas que des effets comme ça pondérables, mais que ça a des effets non pondérables aussi, beaucoup plus pernicieux. Et alors, désespéré, je me dis, je ne peux pas faire de l'agriculture comme ça, et je découvre un ouvrage qui s'appelait La fécondité de la terre, d'un certain Pfeiffer, qui explique qu'il y a une agriculture qui concilie la nécessité de produire, la nécessité en quantité et en qualité, et la nécessité de préserver l'environnement, et la nécessité d'entretenir le potentiel de la terre, voire de l'élever, voire d'élever ce potentiel biologique. C'est ce qui s'est passé chez nous. C'est ce qui s'est passé sur notre ferme, à nos risques et périls, avec nos 5 enfants, etc., etc. Et c'est fort, disons, de cette expérience et de ce test positif que je me suis engagé dans le problème de la faim dans le monde. En 81, je suis appelé par le gouvernement du Burkina Faso. Les populations étaient confrontées, comme vous le savez, dans les années 70, à une sécheresse épouvantable. Cette sécheresse a détruit tout le couvert végétal. La faune, la flore ont disparu. Vous vous souvenez des êtres humains qui migrent vers les villes par les famines, ils ont perdu leurs troupeaux, etc. Donc dans cette espèce de cataclysme absolument incroyable, on me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On me dit, il faut reprendre les choses par la base, c'est-à-dire régénérer la terre, faire rentrer dans l'agroécologie tout un scénario qui ne consiste pas seulement à régénérer la terre par la matière organique fermentée qui amène donc quand on fait des composts, on fait par exemple des concentrés de bactéries, on réensemence la terre en bactéries pour qu'elle reprenne sa vitalité. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours d'agroécologie, mais c'est les fondements. Non, mais ça intéresse, je pense, beaucoup de monde. Et alors, quand on teste, donc vous prenez de la matière organique, genre fumier, paille, enfin tout ce qui est d'origine organique. Vous le mettez dans une certaine fermentation, c'est-à-dire que c'est un protocole très précis. Vous faites fermenter cette matière organique et vous l'orientez en système aérobie, c'est-à-dire pas en système asphyxié. Et vous vous apercevez que ça va être, cette masse que vous mettez en fermentation va être le lieu de transmutation énorme, de mutation énorme. Il va y avoir des concentrés de bactéries, vous avez jusqu'à 1 milliard de bactéries au gramme, vous voyez, qui sont nécessaires. Vous analysez ça, vous trouvez des oligo-éléments, vous trouvez des macro-éléments, et en plus, vous prenez cette matière, vous prenez 1 kilo de cette matière, vous le desséchez entièrement, complètement desséché, vous le mettez bien sûr dans un récipient, vous le mettez sous un robinet qui goutte et vous laissez absorber. Et quand il a fini d'absorber, quand il est de très grande qualité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a absorbé 10 fois son propre poids en eau. C'est-à-dire qu'il a fait un effet d'éponge. Alors quand ce produit, vous le mettez dans la terre, vous apportez à la terre et les bactéries dont elle a besoin et les nutriments dont elle a besoin, parce que ce qui se passe en chimie, on ne le dit jamais assez, c'est-à-dire que quand on utilise de la chimie minérale, enfin de la chimie synthétique, donc on met des engrais, dans le sol il se passe une chose assez importante à connaître. C'est-à-dire que quand on fabrique des engrais, d'abord il y a les deux engrais, nitrate et phosphore, qui étaient destinés à la guerre, pas tellement à l'agriculture. C'est parce que des travaux de Liebig ont dit, tiens, et on dit, bon voilà, on savait produire et on les a orientés vers l'agriculture. Seulement, on les a rendus solubles. C'est-à-dire que la plante est obligée de les absorber. Elle ne peut pas faire autrement. Ils franchissent violemment la paroi cellulaire, végétale, et la plante est obligée de se gorger de cela dès qu'il y a de l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tous les oligo-éléments, micro-éléments, etc., ne peuvent pas passer dans la plante. Donc, elle est affaiblie, comme nous, quand nous manquons d'oligo-éléments. Elle est affaiblie, elle est malade. Quand elle est malade, évidemment, il faut intervenir parce qu'il y a des maladies cryptogamiques, comme on dit, et puis il y a les ravageurs. Mais pour nous, dans notre principe, le ravageur, c'est le flic de la nature, c'est-à-dire que c'est celui qui va intervenir pour faire qu'une espèce ne doit pas se reproduire parce qu'elle va affaiblir le potentiel génétique. Alors quand vous mettez cela dans le sol, vous vous apercevez que le sol redevient vivant, que les vers de terre se multiplient, et que si vous analysez, vous trouvez les macro-éléments, micro-éléments, bactéries, etc. Donc voilà la solution. Et cette solution, elle est possible à grande échelle?
Et bien sûr qu'elle est possible. Alors, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on me dit, mais avec ça, Désolé. vous n'allez pas... on a multiplié les rendements par 4, 5, etc. Sur des parcelles limitées, on a multiplié les rendements. Et j'ai écrit un livre qui a été primé par le ministère de l'Agriculture, qui s'appelle l'offrande au crépuscule, où je m'explique sur toutes ces techniques. Aujourd'hui, ces techniques existent. Nous les avons expérimentées dans différents lieux. Et aujourd'hui, les paysans nous supplient. Je rentre tout juste du Maroc, on a un merveilleux projet. En Afrique noire, j'ai beaucoup travaillé. Eh bien, l'agroécologie est demandée et invoquée. Pourquoi? On a même des témoignages de paysans qui disent, analphabètes, hein, à qui on demande tout simplement est-ce que c'est mieux qu'avant, et qui vous disent mais c'est infiniment mieux qu'avant, je produis beaucoup plus, ma terre est plus facile à travailler, oui. Et aussi la qualité de l'aliment, parce que nos aliments véhiculent des nuisances. Comme disait un ami, bientôt, quand on se mettra à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra souhaiter bonne chance, parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'on est en train de se mettre. Et on sait pertinemment que la nourriture, comme l'eau, comme tous les éléments qui sont nourriciers, parce que l'eau c'est une nourriture, ont des effets sur la santé. Alors, si vous... maintenant, il y a des savants qui mettent bien en évidence le fait que l'alimentation, l'eau polluée, etc., ont des effets physiologiques qui nous amènent à des pathologies lourdes, etc. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, si nous avons créé cette fondation, fondation de votre serviteur pour l'agriculture, pour la sécurité en tant que quantitatif, la salubrité en tant que qualité de l'aliment, et l'autonomie des populations. Et l'agroécologie n'est pas simplement qu'une approche du sol, c'est une approche globale. Il faut reboiser, lutter contre l'érosion. L'eau qui tombe du ciel ne doit pas être perdue. Alors il y a tout un système de ce qu'on appelle des diguettes, des micro-barrages, des puits. Oui. Pierre Abbé, quelle différence faites-vous entre l'agroécologie et l'agriculture biologique? C'est une question de journaliste. Voilà, c'est une question qu'on me pose souvent. Quand j'étais en France, je faisais de l'agrobiologie, je m'occupais uniquement de mon sol. Quand je me suis retrouvé en 81 au Burkina Faso, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas seulement s'occuper du sol et qu'il fallait l'environnement dégradé, il fallait aussi faire quelque chose. On ne pouvait pas faire son petit coin de lopin de terre, mais qu'il fallait reboiser, lutter contre l'érosion, c'est ce que je suis en train de citer. L'eau qui tombe du ciel, au lieu qu'elle s'en aille en emportant la terre, eh bien on l'oblige à s'infiltrer. Quand elle s'infiltre dans le sol, eh bien elle se stocke dans le sol. Et quand on a cultivé par-dessus, vous avez votre stock d'eau déjà qui est constitué dans le sol et qui, par remontée capillaire, va réalimenter votre plante. C'est la prise en compte de tout le système, contrairement à l'agriculture biologique qui est ciblée sur le produit. Et en même temps, on est dans un village, on a travaillé dans un village, et les villageois étaient stupéfaits. Un puits qui disait, mais il était sec déjà du temps de mon père. Et il y a de l'eau dedans. Alors, bien me prendre pour un sorcier ou je sais pas quoi. Pas du tout. C'est parce que l'environnement, nous avons établi un système d'infiltration de l'eau par ce qu'on appelle le système des diguettes. L'eau, au lieu de s'en aller, s'infiltre dans le sol et elle réalimente et recharge les nappes phréatiques. Et donc vous avez toutes ces choses et en même temps, bien entendu, c'est une philosophie. C'est pas simplement des techniques, c'est aussi l'apport d'une compréhension, si vous voulez, et les paysans, on commence d'abord par la vision du paysan lui-même, c'est-à-dire qu'on prend la précaution de bien, pas simplement donner des recettes et dire tu fais comme ça et ça marche, c'est amener la conscience du paysan à comprendre. Et plus il comprend, plus il intègre, plus il est respecté, plus il est convaincu et plus il agit. Voilà. Et aujourd'hui, notre grand problème, la demande est faite partout, y compris en Roumanie, y compris partout, de cette agroécologie qui en fait se met en résonance juste avec la réalité et qui en fait vraiment peut nous donner un avenir dans lequel il y a effectivement réconciliation de l'histoire de l'humanité avec la nature, en particulier la terre nourricière, puisque c'est à elle que nous devons d'être ici. Sans terre nourricière, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Et puis, philosophiquement, ou je dirais même, j'oserais dire spirituellement, et ça, certaines catégories d'Africains, je leur ai expliqué la biodynamie, et bien ils l'ont très bien compris. Alors qu'ici, on disait, mais non, mais c'est des affaires de sorcellerie, de je sais pas quoi, c'est irrationnel. Ils ont parfaitement... Sous la pleine lune, oui, voilà. Peau de bête. Ça veut pas, oui, voilà. Ouais. Ça ne veut pas dire que... C'est-à-dire que ça nous fait rentrer dans une écologie globale. Je commence par le sol.
Et vous voyez la graine, quand vous l'examinez, c'est miraculeux. À l'intérieur, vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a tout un programme extraordinaire. C'est là où il y a une révélation, quelque chose d'une intelligence. Ça ne veut pas dire que la graine a un cerveau, mais ça veut dire qu'elle est mue par une intelligence globale. Alors vous la mettez dans la terre, dans la matrice, et quand on dit terre-mère, c'est pas un euphémisme ni un symbole, c'est une réalité. Elle va pousser, elle a même anticipé, c'est-à-dire qu'elle a stocké en elle-même les nutriments dont elle a besoin pour démarrer. Voilà. Et elle a donc anticipé. Ensuite, elle va pousser, elle va sortir du sol et elle va capter les énergies solaires. Personne ne peut mettre ça en question, mais nous allons vers la Lune, les planètes, etc. C'est-à-dire tout le système global. L'écologie, pour moi, c'est pas simplement la biosphère. C'est-à-dire, ça intègre toutes ces énergies, ce système énergétique global dans lequel tout interagit, chaque étoile probablement agit, et c'est ça l'agroécologie. Et je vous assure que ça marche. Et arrêtons de dire qu'il n'y a pas de solution. Il y a des solutions, seulement encore faut-il que les intérêts des uns et des autres soient dépassés par l'intérêt de l'humanité. Et si on applique ça, c'est pour ça qu'on a mis cette fondation, parce que je veux avoir du fric. Voilà, je vous le dis, je veux du fric. Et puis, une fois que j'ai ça, je peux vous assurer qu'on fera plus de miracles qu'on en a fait jusqu'à maintenant. Alors, Pierre Rabhi, quand on vous écoute, bon, tout ça est très, très séduisant, ça donne évidemment envie. J'imagine que les lycéens et les étudiants qui sont là vous écoutent avec une attention particulière. Mais on est très loin de tout ça. Patrice Lepage parlait de changement de paradigme tout à l'heure, c'est complètement ça. Comment vous imaginez qu'on puisse arriver un jour à faire de l'agroécologie partout ? Par quel moyen vous pensez pouvoir convaincre les agriculteurs, les entreprises, les gouvernements? La politique agroécologique commune en Europe, par exemple. Ça serait bien, ça serait miraculeux. Politique agroécologique. Ça serait miraculeux, oui. Mais si vous voulez, nous sommes dans une situation où on me dit pourquoi tu t'obstines, etc. Je dis bon, nous, on fait le possible et Dieu fera l'impossible, parce que je vois pas trop comment on peut mettre